La première fois que j'ai entendu mes 3 bébés grogner en même temps, j'ai failli rire. Rémi se tenait à côté de moi dans notre salon à Nashville, essayant de calmer l'un d'eux tandis que 2 de nos amis les plus proches s'affairaient à proximité, offrant une aide dont nous avions manifestement besoin. La maison était plus chaude et plus bruyante qu'elle ne l'avait jamais été. Il y avait de petits sacs cadeaux sur la table de la salle à manger, des ballons près des fenêtres, et assez de nourriture dans la cuisine pour nourrir le double du nombre de personnes que nous avions invitées. C'était censé être une simple célébration. Rien de formel, rien d'énorme. Juste quelques personnes en qui Rémi et moi avions confiance, réunies pour enfin célébrer les 3 petites vies qui avaient bouleversé notre monde. J'étais assise sur le canapé avec un bébé contre ma poitrine quand Rémi s'est penché et a demandé doucement « Ça va ?» J'ai d'abord hoché la tête. Puis j'ai baissé les yeux vers la petite main enroulée autour de mon doigt. Pour une raison quelconque, c'est ça qui a tout déclenché. Pas les décorations, pas les félicitations, pas même le fait que nous étions enfin tous ensemble à la maison. C'était cette petite main qui refusait de lâcher la mienne. Ma gorge s'est nouée avant que je puisse l'arrêter. Rémi l'a remarqué immédiatement. Il s'est assis à côté de moi et a posé sa main sur la mienne. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-il murmuré. J'ai regardé les gens qui nous souriaient dans la pièce, puis les 3 berceaux que nous avions alignés près du canapé. « Ils sont en sécurité ?» ai-je dit doucement. Rémi n'a pas répondu. Il savait exactement ce que je voulais dire. Quelques semaines plus tôt, j'étais allongé dans un lit d'hôpital, croyant que la pire partie de ma grossesse était enfin derrière moi. J'avais survécu à des mois de peur, j'étais entré en travail alors que mon mari était à des milliers de kilomètres, et j'avais mis au monde 3 bébés en bonne santé. Je pensais que le plus dur était passé. Je n'avais aucune idée que ma propre famille était sur le point d'entrer dans cette chambre d'hôpital et de décider que l'un de mes enfants leur appartenait. Et alors que j'étais assise là, à notre petite célébration, tenant la main de mon bébé, chaque détail de ce jour-là est revenu en force. Ai-je eu raison de couper les ponts avec ma famille pour toujours? Oui ou non? Faites-moi part de votre opinion dans les commentaires. Avant que tout cela n'arrive, ma vie avec Rémi était paisible de la meilleure des manières. Je m'appelle Amélie Pasquier. J'avais 33 ans et Rémi et moi nous étions construits une vie confortable ensemble à Nashville. Nous étions mariés depuis 6 ans. Et après tout ce qui s'est passé plus tard, j'ai réalisé à quel point j'avais de la chance d'avoir épousé quelqu'un qui n'avait jamais traité l'amour comme quelque chose que je devais mériter. Rémi avait perdu ses 2 parents dans un accident de voiture quelques années plus tôt. Leur mort l'avait changé. Il était devenu plus protecteur envers les gens qu'il aimait, mais jamais autoritaire. Il était le genre de mari qui remarquait quand j'étais fatigué avant que je ne l'admette et qui se souvenait des petites choses que j'avais mentionnées une fois et que j'avais moi-même oubliées. Ma propre famille était différente. Mon père, Stéphane Collin, avait toujours été la personne à qui tout le monde s'adaptait. Si Stéphane était heureux, le dîner était paisible. S'il était en colère, tout le monde faisait attention à ce qu'il disait. Ma mère, Diane, le défiait rarement. Elle avait passé tant d'années à maintenir la paix avec mon père que finalement, être d'accord avec lui était devenu plus facile que de le remettre en question. Puis il y avait mon jeune frère, Eric. Eric et moi n'avions jamais été particulièrement proches à l'âge adulte. Mes parents semblaient toujours avoir une raison pour laquelle il avait besoin de plus d'aide, de plus de patience, ou d'une autre chance. Après son mariage avec Vanessa, ce schéma n'a fait que se renforcer. Eric et Vanessa désiraient désespérément avoir des enfants. Pendant des années, ils avaient espéré devenir parents, mais cela n'était pas arrivé pour eux. J'étais sincèrement désolé pour eux. Quelles que soient les différences qui existaient entre Eric et moi, je ne me suis jamais réjoui de cette douleur. Pourtant, leur lutte n'était pas un sujet dont nous discutions souvent. À ce moment-là, j'avais accepté que ma relation avec ma famille conserverait probablement toujours une certaine distance. Rémi et moi avions notre propre maison et nos propres routines, et j'ai cessé d'attendre de mes parents qu'ils deviennent soudainement les personnes que j'aurais aimé qu'ils soient. Puis j'ai découvert que j'étais enceinte. Je me souviens être resté debout dans notre salle de bain à fixer le test parce que je ne croyais pas ce que je voyais. Rémi est arrivé dans le couloir immédiatement. Je ne pouvais même pas parler. Je le lui ai juste tendu. Il a regardé le test, m'a regardé, puis l'a regardé à nouveau. « Tu es sérieuse ?» J'ai commencé à rire. Rémi m'a prise dans ses bras et pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a rien dit. Ce soir-là,
nous nous sommes assis ensemble à parler de tout, de l'endroit où nous mettrions le berceau à la question de savoir si l'un de nous était vraiment prêt à être responsable d'un autre être humain. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis aussi permis d'espérer que ce bébé pourrait peut-être rapprocher ma famille. Quand je l'ai annoncé à mes parents, leur réaction a été polie mais réservée. Maman m'a félicité. Papa a dit qu'il était heureux pour nous. Eric et Vanessa étaient plus silencieux. Je comprenais pourquoi, alors je n'ai pas insisté. À ce moment-là, Rémi et moi pensions que nous nous préparions pour un seul bébé. Quelques semaines plus tard, nous sommes allés à un rendez-vous de routine en nous attendant à être rassurés que tout progressait normalement. Au lieu de cela, j'ai regardé la personne qui m'examinait s'arrêter. Rémi m'a serré la main. Je me suis tourné vers lui, soudainement nerveuse. Puis nous avons entendu quelque chose à quoi aucun de nous ne s'était préparé. Il n'y avait pas un seul bébé, et il n'y en avait pas deux. J'ai fixé l'écran sans comprendre ce que je regardais. Rémi tenait toujours ma main, mais sa prise s'était resserrée. Je me souviens avoir demandé « Est-ce que tout va bien ?» La réponse a changé tous les plans que nous avions faits. Nous attendions des triplés. Pendant quelques secondes, Rémi et moi nous sommes juste regardés. J'ai vraiment cru qu'il y avait eu une sorte d'erreur. Nous avions passé des semaines à parler d'un berceau, d'un siège auto, d'un bébé qui nous réveillerait à 2 heures du matin. Maintenant, il y en avait 3. Rémi a été le premier à rire. 3, a-t-il dit, en me regardant, puis en regardant l'écran. On en attend 3. J'ai commencé à rire aussi, surtout parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Une fois le choc passé, la réalité est devenue beaucoup plus sérieuse. Ma grossesse nécessitait un suivi plus étroit. Il y aurait plus de rendez-vous, plus de précautions, et une probabilité beaucoup plus élevée que les bébés arrivent en avance. Soudain, chaque semaine comptait. Rémi a pris cela au sérieux dès le début. Au fur et à mesure que ma grossesse avançait, il a commencé à faire presque tout ce qui nécessitait de soulever des charges ou de passer trop de temps debout. Il s'occupait des courses, cuisinait chaque fois que j'étais épuisé, et venait à tous les rendez-vous qu'il pouvait. Notre maison a changé aussi. Un berceau est devenu 3 berceaux. Des boîtes de couches ont commencé à remplir un placard. Rémi assemblait des meubles dans ce qui avait été notre chambre d'amis pendant que j'étais assise à proximité, lisant des instructions dont il insistait ne pas avoir besoin. « Tu as monté cette pièce à l'envers », lui ai-je dit un après-midi. Il l'a regardé pendant plusieurs secondes. « Non, je ne l'ai pas fait. »« Si, tu l'as fait. » Il a vérifié les instructions, puis il l'a démonté en silence. J'ai ri si fort que j'ai dû quitter la pièce. Ces petits moments me calmaient car sous l'excitation, j'avais peur. Au moment où j'étais bien avancé dans la grossesse, même les choses simples m'épuisaient. Dormir devenait difficile. Marcher d'un côté à l'autre de la maison me semblait parfois être un travail. Ma famille savait tout cela. Maman appelait de temps en temps, mais ni elle ni papa n'offraient beaucoup d'aide pratique. Eric prenait à peine de mes nouvelles. La réaction de Vanessa était plus difficile à comprendre. Chaque fois que les bébés étaient mentionnés, elle devenait silencieuse. Une fois, lors d'un appel téléphonique familial, j'ai mentionné que Rémi et moi essayions de comprendre comment nous allions gérer 3 nouveau-nés à la fois. Vanessa a dit, certaines personnes ont tout. La ligne est devenue silencieuse. Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Pourtant, j'ai laissé passer. Je me suis rappelé qu'Eric et elle avaient passé des années à vouloir un enfant. Je me suis dit que son commentaire venait de la douleur, pas du ressentiment. Rémi n'était pas aussi disposé à l'ignorer. Après l'appel, il m'a regardé et a dit, « Tu n'as pas à continuer de trouver des excuses aux gens juste parce qu'ils font partie de ta famille. » Je lui ai dit que ça ne valait pas la peine d'en faire une dispute. À l'époque, je le croyais. Puis, alors que j'entrais dans la dernière ligne droite de ma grossesse, Rémi est rentré du travail un soir avec une expression sur le visage qui m'a immédiatement inquiété. Son entreprise avait besoin de lui à l'étranger pour une réunion importante, et le moment n'aurait pas pu être plus mal choisi. J'étais assise à la table de la cuisine, les 2 mains posées sur mon ventre. À ce moment-là, j'étais enceinte de 8 mois, et presque tout était devenu inconfortable. Quand, ai-je demandé? Jeudi. C'était dans 3 jours. Son entreprise avait besoin de lui pour une réunion à l'étranger qui avait été programmée avec très peu de préavis.
Il a expliqué que plusieurs cadres supérieurs seraient présents et que sa présence était attendue. Dans des circonstances normales, cela aurait été un voyage de travail de routine. Rien dans nos circonstances ne semblait normal. Pour combien de temps? Quelques jours. Je rentrerai directement à la maison quand ce sera fini. Je pouvais voir le conflit sur son visage. Rémi avait déjà commencé à refuser les voyages inutiles à cause de ma grossesse. Avec des triplés, nous savions tous les deux qu'il y avait une possibilité réelle que je n'atteigne pas la date que nous avions initialement imaginée. On peut leur dire non, a-t-il dit. Je trouverai une solution. Une partie de moi voulait qu'il le fasse, mais je savais aussi à quel point il avait de responsabilités au travail. On est arrivé jusqu'ici, lui ai-je dit. Je m'en sortirai bien pendant quelques jours. Il n'était pas convaincu. Avant de partir, Rémi a rempli le réfrigérateur, a tout vérifié dans la maison, et m'a fait promettre que je n'essaierai pas de gérer quoi que ce soit de difficile seul. Puis il a posé la question dont aucun de nous n'avait vraiment voulu discuter. Et tes parents? Je savais ce qu'il voulait dire. S'il se passait quelque chose pendant son absence, ils étaient la famille la plus proche que j'avais. J'appellerai maman, ai-je dit. J'ai parlé à Diane ce soir-là et j'ai expliqué que Rémi serait à l'étranger pour une courte période. Je ne lui ai pas demandé d'emménager avec moi. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un réorganise toute sa vie. J'ai seulement demandé si elle et papa pouvaient garder leur téléphone à portée de main au cas où j'aurais besoin d'aide. Nous les garderons allumés, m'a-t-elle dit. Cela a suffi à me rassurer. Le matin où Rémi est parti, il est resté plus longtemps que nécessaire devant la porte d'entrée. Appelle-moi pour n'importe quoi, a-t-il dit. Je le ferai. Je veux dire, n'importe quoi, Amélie. J'ai souri. Vas-y avant de rater ton vol. Il m'a embrassé, puis a posé sa main sur mon ventre. Restez là-dedans jusqu'à ce que je revienne, a-t-il murmuré. J'ai ri. Après son départ, la maison m'a paru étrangement vide. Le premier jour s'est passé sans problème. Le deuxième aussi, en grande partie. J'ai gardé mon téléphone près de moi, je me suis reposé autant que possible, et je me suis rappelé que Rémi serait bientôt de retour. Puis, tard cette nuit-là, je me suis réveillé avec une sensation si forte qu'elle m'a fait m'asseoir d'un coup. J'ai attendu qu'elle passe. Quelques minutes plus tard, elle est revenue. La troisième fois, je n'essayais plus de me convaincre que ce n'était rien. J'ai attrapé mon téléphone. La première personne que j'ai appelée n'était pas Rémi. C'était ma mère. Ma mère a répondu après plusieurs sonneries. Maman, je crois que quelque chose se passe. Il y a eu une pause. Que veux-tu dire? J'ai expliqué que la douleur avait commencé soudainement et devenait régulière. Je lui ai dit que Rémi était toujours à l'étranger et que j'étais seul. Est-ce que papa et toi pouvaient venir? Je ne leur demandais pas de diagnostiquer quoi que ce soit. Je ne voulais juste pas être seul pendant que je réfléchissais à ce qu'il fallait faire. Maman a soupiré. Amélie, es-tu sûre de ne pas réagir de manière excessive? Cette question m'a stupéfié. Je suis enceinte de 8 mois de triplé. Je sais, mais peut-être que tu devrais attendre un peu. Une autre vague est arrivée pendant qu'elle parlait. J'ai cessé de répondre et je me suis concentré pour la surmonter. Maman, s'il te plaît. J'ai besoin de quelqu'un ici. Elle m'a dit d'attendre. J'ai entendu des voix étouffées en arrière-plan. Papa était là. Un instant plus tard, Stéphane a pris le téléphone. Qu'est-ce que tu attends exactement de nous? Pendant une seconde, j'ai cru que je l'avais mal compris. Papa, Rémi n'est pas là. Je dois aller à l'hôpital. Alors, appelle l'hôpital. Je ne veux pas conduire dans cet état. Alors ne conduis pas, sa voix était complètement calme. D'une certaine manière, cela m'a fait encore plus mal. Peux-tu s'il te plaît juste venir me chercher? Il m'a dit qu'il était tard et que si c'était vraiment une urgence, je devais appeler une ambulance. Puis l'appel s'est terminé. Je suis resté assise là, à fixer mon téléphone. J'avais passé des années à me dire que mes parents étaient simplement distants, qu'ils n'étaient pas des gens affectueux, qu'attendre d'eux qu'ils se comportent comme la famille de Rémi l'avait fait autrefois n'était pas juste. Mais cette nuit-là, j'ai finalement compris la différence entre être distant et simplement ne pas se montrer quand votre fille a besoin de vous.
Une autre contraction a ramené mon attention sur ce qui comptait vraiment. J'ai appelé les services d'urgence. J'ai expliqué que j'étais enceinte de 8 mois de triplé, seule à la maison et que j'avais des contractions régulières. À partir de ce moment, les choses ont bougé rapidement. Le répartiteur m'a gardé concentré jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Quand j'ai vu les lumières de l'ambulance à travers la fenêtre de devant, un tel soulagement m'a envahi que j'ai failli pleurer. J'ai déverrouillé la porte et j'ai attendu. Les ambulanciers étaient calmes, ce qui m'a aidé à rester calme. Ils m'ont posé des questions, m'ont examiné, et m'ont dit qu'ils voulaient m'emmener à l'hôpital. Alors qu'ils m'aidaient à sortir de la maison, j'ai jeté un dernier regard à l'allée vide. Une partie ridicule de moi s'attendait encore à voir la voiture de mes parents apparaître. Elle n'est pas apparue. Dans l'ambulance, j'ai finalement appelé Rémi. Il a répondu immédiatement. Amélie. Je pouvais entendre la panique dans sa voix avant même que je dise quoi que ce soit. Je suis en route pour l'hôpital. Que s'est-il passé? Je crois qu'ils arrivent. Pendant un moment, Rémi n'a rien dit. Puis il a commencé à poser des questions si rapidement que j'ai dû l'interrompre. Je vais bien. Les ambulanciers sont avec moi. Je rentre à la maison. Rémi, tu es à l'étranger. Ça m'est égal. Je lui ai dit de contacter son entreprise, de changer tout ce qu'il devait changer, et de m'appeler dès qu'il connaîtrait ses arrangements de voyage. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, j'ai été prise en charge et examinée immédiatement. Tout est soudainement devenu réel. Ce n'était pas une fausse alerte. Mes bébés arrivaient en avance. Je suis resté allongé là, à écouter les gens expliquer ce qui devait se passer tout en souhaitant que Rémi soit à mes côtés. Mais sous cette peur, il y avait autre chose. De la colère. Mes parents savaient que j'étais seul. Ils m'avaient entendu demander de l'aide et ils avaient choisi de rester à la maison. Je ne le savais pas encore, mais ce ne serait pas le choix le plus douloureux que ma famille ferait cette semaine-là. Loin de là. Une fois que l'équipe médicale a confirmé que les bébés arrivaient, tout autour de moi a semblé s'accélérer. Parce que je portais des triplés et qu'ils arrivaient en avance, les médecins ont recommandé une césarienne. J'étais effrayé, mais il n'y avait pas beaucoup de temps pour rester avec cette peur. Je n'arrêtais pas de penser à Rémi. Il aurait dû être à mes côtés. Au lieu de cela, il était à des milliers de kilomètres, essayant de prendre le premier vol pour rentrer à Nashville. Avant qu'on m'emmène, mon téléphone a sonné. C'était lui. J'ai changé mon vol, a-t-il dit. Je rentre à la maison. Quand? Aussi vite que possible. Amélie, je suis tellement désolé de ne pas être là. Rentre juste en toute sécurité. Je pouvais entendre à quel point il était bouleversé, alors je me suis forcé à paraître plus calme que je ne l'étais. Nous allons bien nous en sortir. C'est ce que je voulais croire. L'accouchement est devenu un enchaînement confus de lumières vives, de voix calmes, et de moi essayant de suivre chaque instruction qu'on me donnait. Puis j'ai entendu le premier cri. J'ai arrêté de respirer pendant une seconde. Un autre a suivi, puis un autre. 3 petites voix distinctes. J'ai immédiatement commencé à pleurer. Je n'arrêtais pas de poser la même question. Est-ce qu'ils vont bien? J'avais besoin d'entendre la réponse plus d'une fois avant de le croire. Tous les 3 étaient arrivés en toute sécurité. Comme ils étaient prématurés, l'équipe médicale voulait les surveiller attentivement, mais rien de ce que j'entendais ne ressemblait au désastre que j'avais passé des mois à craindre secrètement. J'avais 3 bébés. Rémi et moi étions vraiment arrivés à ce moment. Plus tard, quand j'ai été installé en salle de réveil et que j'ai enfin eu mon téléphone, je l'ai appelé. Dès qu'il a vu mon visage, il a demandé « Ils sont là ». Je ne pouvais pas m'arrêter de sourire. Ils sont là. Tous les 3. Tous les 3. Rémi a couvert sa bouche avec sa main. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a pu dire quoi que ce soit. Puis il a ri et a essuyé ses yeux. Tu auras le reste de leur vie. C'est alors qu'il m'a dit que son voyage de retour était organisé et qu'il arriverait à Nashville dès que les vols le permettraient. Après avoir raccroché, je suis resté allongé, me sentant plus paisible que je ne l'avais été depuis des mois. Et c'est là que j'ai fait l'erreur de penser à mes parents. Malgré ce qui s'était passé la nuit précédente, je voulais croire que la naissance pourrait changer quelque chose.
Peut-être qu'entendre que leurs 3 petits-enfants étaient arrivés leur ferait réaliser à quel point ils avaient mal géré les choses. Alors j'ai appelé ma mère. Maman, ai-je dit quand elle a répondu, les bébés sont nés. Son ton a complètement changé. Tous les 3. Oui. Il y a eu un bref silence avant qu'elle ne demande, et ils vont bien? Ils se portent bien. Elle a dit qu'elle voulait venir à l'hôpital. Après la façon dont il m'avait abandonné, j'aurais dû hésiter. Au lieu de cela, je me suis senti soulagé. Je lui ai dit qu'il pouvait venir. Je pensais que ma famille venait enfin parce qu'ils voulaient rencontrer mes enfants et arranger les choses. Je n'avais aucune idée qu'avant même d'entrer dans ma chambre d'hôpital, ils avaient déjà discuté de ce qu'ils pensaient que je devrais faire avec l'un de mes bébés. La fois suivante où ma mère a appelé, elle m'a dit qu'ils étaient en route. Pas seulement elle et papa. Eric et Vanessa venaient aussi. Cela m'a surprise. Mais j'ai essayé de le voir comme un bon signe. Peut-être que devenir une tante et un oncle signifiait quelque chose pour eux. Peut-être que les étranges commentaires de Vanessa pendant ma grossesse venaient vraiment de la déception concernant sa propre situation, et que j'avais eu raison de ne pas les prendre personnellement. Au moment où ils sont arrivés, j'étais épuisé. J'avais à peine dormi. Mon corps se sentait vidé par tout ce qui s'était passé, et tout ce que je voulais, c'était que Rémi franchisse la porte. Pourtant, quand ma famille est entrée dans ma chambre, j'ai souri. Maman est entrée la première. Papa l'a suivie, puis Eric et Vanessa. Pendant les premières minutes, tout semblait presque normal. Maman m'a demandé comment je me sentais. Eric a regardé autour de la chambre et a fait une remarque sur le fait que c'était étrange que je sois soudainement mère de 3 enfants. Vanessa m'a à peine regardé. Son attention restait fixée sur les bébés. Je l'ai remarqué, mais je n'ai pas tout de suite pensé que quelque chose n'allait pas. Puis papa a demandé, « Alors, comment vas-tu gérer les 3 ?» J'ai eu un rire fatigué. Probablement avec très peu de sommeil. Personne n'a ri avec moi. Papa a jeté un regard à Eric. C'est à ce moment-là que j'ai senti que quelque chose changeait. J'ai regardé maman. Elle ne voulait pas croiser mon regard. Quoi, ai-je demandé. Papa a rapproché une chaise de mon lit. Tu sais ce qu'Eric et Vanessa ont traversé. Mon estomac s'est noué. Je savais déjà où la conversation se dirigeait émotionnellement. Mais ce qu'il a dit ensuite était si loin de tout ce à quoi je m'attendais que pendant un instant, je me suis sincèrement demandé si je l'avais mal compris. Tu as 3 bébés maintenant, a-t-il dit. Ton frère n'en a aucun. Je l'ai regardé fixement. Et papa a parlé comme s'il expliquait quelque chose de parfaitement raisonnable. Nous pensons que tu devrais laisser Eric et Vanessa en élever un. J'ai ri une fois, non pas parce que c'était drôle, mais parce que mon cerveau rejetait la possibilité qu'il soit sérieux. Pardon? Vanessa m'a finalement regardé directement. Nous pourrions donner un bon foyer à l'un d'eux. L'un d'eux a déjà un bon foyer. Eric s'est penché en avant. Amélie, personne ne dit que tu es une mauvaise mère. Alors qu'est-ce que vous dites exactement? Il a regardé papa au lieu de me répondre. Cela m'a tout dit. Cette conversation n'avait pas commencé dans ma chambre d'hôpital. Ils en avaient discuté avant de venir. Je me suis tourné vers ma mère. Tu étais au courant de ça? Maman a hésité. Cette hésitation m'a fait mal. Nous pensons juste que tu devrais les écouter. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. La nuit précédente, j'avais appelé ces mêmes personnes parce que j'étais seul et effrayé. Personne n'est venu. Maintenant, tous les 4 avaient réussi à se rendre à l'hôpital parce qu'ils voulaient quelque chose de moi. Non. Papa a froncé les sourcils. Tu n'y as même pas réfléchi. Il n'y a rien à quoi réfléchir. L'expression de Vanessa a changé. Tu en as 3, Amélie. La façon dont elle l'a dit m'a donné la chair de poule, comme si mes enfants étaient des chiffres sur une page. Comme si en avoir 3 signifiait qu'un était en trop. Je l'ai regardé et j'ai dit, ce sont mes enfants. Tous les 3. Eric s'est levé. Tu sais ce que Vanessa et moi avons traversé. Je le sais, et j'en suis désolé, mais cela ne vous donne aucun droit sur mon bébé. La voix de papa est devenue plus ferme. Fais attention à la façon dont tu parles à ton frère. Je me suis tourné vers lui.
Je suis allongé dans un lit d'hôpital après avoir donné naissance à 3 bébés, et vous me dites d'en donner un. Comment aimeriez-vous exactement que je réponde? Personne n'a répondu. Pendant plusieurs secondes, la pièce est devenue silencieuse. Puis papa s'est levé. Il a regardé les bébés, puis m'a regardé. Tu es égoïste. Ce mot m'a presque coupé le souffle. J'avais passé toute ma vie à entendre une version de ce mot chaque fois que je refusais de donner à ma famille ce qu'elle voulait. Mais ce n'était pas de l'argent. Ce n'était pas un service. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais remplacer. J'ai regardé Stéphane droit dans les yeux. Aucun de mes enfants ne partira avec qui que ce soit. Eric a marmonné quelque chose dans sa barbe. Papa s'est tourné vers lui. Puis Vanessa s'est approchée de l'un des bébés. Je me suis immédiatement redressé. Ne fais pas ça. Elle s'est arrêtée. Mon père m'a regardé avec une expression que je ne connaissais que trop bien. La conversation était terminée dans mon esprit, mais dans le sien, ma réponse était apparemment encore négociable. J'ai regardé Vanessa et je me suis répété. S'il te plaît, éloigne-toi de mon bébé. Elle l'a fait, mais seulement après avoir jeté un coup d'œil à Eric. Ce petit regard entre eux m'a dit qu'ils avaient discuté de bien plus que ce qu'ils admettaient. Papa s'est approché. Amélie, arrête de rendre les choses laides. Je pouvais à peine croire que ces mots venaient de lui. C'est moi qui rends les choses laides? Tu pourrais aider ton frère. Pas en lui donnant mon enfant. Eric a finalement perdu patience. Tu en as 3 et ils sont tous à moi. Son visage s'est crispé. Tu sais que Vanessa ne peut pas avoir d'enfant. Je t'ai regardé et je suis sincèrement désolé pour ce que vous avez traversé tous les deux. Mais on ne résout pas ça en décidant qu'on peut prendre un des miens. Maman s'est avancée. Tout le monde doit se calmer. Je me suis tourné vers elle. Alors dis-leur de partir. Elle ne l'a pas fait. Bien sûr qu'elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, papa a de nouveau regardé l'un des bébés. Puis il a dit quelque chose qui a rendu toute la situation soudainement beaucoup plus sérieuse. Il s'est dirigé vers le bébé. J'ai immédiatement tendu la main. Papa, ne fais pas ça. Il m'a ignoré. Stéphane a pris mon nouveau-né et s'est tourné vers Vanessa. Pendant une seconde, je suis resté figé. Puis chaque instinct protecteur en moi a pris le dessus. Donne-moi mon bébé. Vanessa s'est avancée comme si elle s'attendait à ce que papa lui tende le bébé. J'ai tendu le bras vers lui. Papa, maintenant. Eric s'est approché aussi. Laisse juste Vanessa tenir le bébé. Non. Ma voix était plus forte cette fois. Papa s'est retourné vers moi. Tu dois arrêter d'agir comme si nous étions des étrangers. Vous essayez de prendre mon enfant. Personne ne prend rien. Alors remets mon bébé à sa place. Eric a parlé derrière lui. Papa, ne la laisse pas recommencer. Elle obtient toujours ce qu'elle veut parce que tout le monde cède. C'est là que j'ai réalisé qu'Eric n'essayait pas de calmer notre père. Il le poussait. Papa m'a regardé, puis le bébé dans ses bras. J'ai essayé de me rapprocher et de reprendre mon enfant. Donne-moi mon bébé. Stéphane a réagi avec colère. Sa main m'a frappé sur le côté de la tête. Pendant une seconde, j'étais trop abasourdi pour réaliser ce qui venait de se passer. Puis j'ai entendu mon bébé pleurer. Plus rien d'autre ne comptait. Ni papa, ni Eric, ni l'excuse que maman commençait déjà à formuler. Mes yeux sont allés directement vers la commande au chevet. J'ai appuyé sur le bouton d'appel d'urgence. L'expression de papa a changé immédiatement. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas répondu. Eric a regardé vers la porte. Vanessa s'est éloignée de papa. Maman a murmuré, Amélie, était-ce vraiment nécessaire? Je l'ai regardé fixement. Oui. Des bruits de pas venaient déjà du couloir. Papa a rapidement reposé mon bébé là où le personnel de l'hôpital avait prévu que les bébés soient gardés près de moi. Eric s'est dirigé vers la porte. Eric, reste ici, ai-je dit. Il m'a ignoré. La porte s'est ouverte juste au moment où il se glissait dans le couloir. Le personnel de l'hôpital s'est précipité à l'intérieur. Tout le monde a commencé à parler en même temps. J'ai d'abord montré mes bébés.
puis j'ai regardé le membre du personnel le plus proche de moi. Mon père a pris mon bébé après que je lui ai dit de ne pas le faire, ai-je dit. Toute l'atmosphère a changé. Un membre du personnel est immédiatement resté avec moi et les bébés pendant qu'un autre se dirigeait vers papa. Stéphane a commencé à expliquer que c'était un malentendu familial. J'ai secoué la tête. Non, ce n'en est pas un. Pour une fois, je n'allais pas minimiser ce qui s'était passé juste pour protéger ma famille des conséquences de ses propres choix. Et à en juger par les voix qui se rassemblaient devant la porte de ma chambre, ils étaient sur le point de découvrir qu'être de ma famille ne leur donnait pas le droit de se dérober à ce qu'ils venaient de faire. En quelques minutes, la sécurité de l'hôpital se tenait dans ma chambre. Un agent s'est positionné près de papa pendant qu'un autre demandait à maman et Vanessa de rester où elles étaient. Papa a immédiatement commencé à protester. C'est ridicule. Je suis son père. Je l'ai regardé depuis le lit. Ça ne change rien à ce qui s'est passé. Un membre du personnel m'a demandé de tout expliquer depuis le début. Alors, je l'ai fait. Je leur ai parlé de papa qui exigeait que je donne un de mes bébés à Eric et Vanessa. J'ai expliqué que j'avais refusé à plusieurs reprises, qu'il avait pris mon bébé quand même, et qu'il m'avait frappé quand j'avais essayé de l'arrêter. Vanessa a interrompu. Il était juste heureux de voir un bébé. Je l'ai regardé directement. Alors pourquoi n'as-tu pas accepté ma réponse quand j'ai dit non? Elle n'avait rien à dire. Maman a commencé à pleurer. Papa n'arrêtait pas d'insister sur le fait que la situation avait été mal comprise. Mais cette fois, il y avait des gens dans la pièce qui ne faisaient pas partie de ma famille. Ils ne se souciaient pas que Stéphane soit habitué à être obéi. Ils se souciaient de ce qui s'était passé. La sécurité de l'hôpital a contacté la police. Quand les officiers sont arrivés, j'ai répété mon récit. Les membres du personnel qui avaient répondu à mon appel d'urgence ont expliqué ce qu'ils avaient vu en entrant. Puis quelqu'un a posé une question sur Eric. Il était là, ai-je dit. Il est parti dès que j'ai appuyé sur le bouton. Un officier a demandé ces informations. Je leur ai donné ce que je savais. À ce moment-là, j'étais épuisé, mais je ne reculais pas. Papa a été retiré de ma chambre. Maman et Vanessa ont été gardées là assez longtemps pour que les officiers puissent déterminer le rôle de chacun et prendre des dépositions. J'ai demandé à l'hôpital de préciser une chose de manière absolument claire dans mon dossier. Aucun d'entre eux n'avait la permission de me rendre visite, ni à mes bébés. Quand la chambre est enfin devenue silencieuse, j'ai attrapé mon téléphone. Il y avait plusieurs messages de Rémi. Je l'ai appelé. Au moment où il a vu mon visage, il a su que quelque chose d'autre s'était passé. Amélie, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dégluti. Ma famille est venue. Il y a eu une pause et j'ai regardé mes bébés. Ils ont essayé de partir avec l'un d'eux. Rémi est devenu complètement silencieux. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Quand j'ai eu fini, sa voix était différente. Calme, contrôlé. Je rentre à la maison, a-t-il dit. Et à partir de maintenant, aucun d'entre eux ne s'approchera de toi ou de nos enfants. Pour la première fois depuis que ma famille était entrée dans cette chambre, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Mais Eric était toujours parti, et la police le cherchait maintenant. Rémi est arrivé à Nashville dès que ses vols de retour l'ont permis. Quand il est enfin entré dans ma chambre d'hôpital, il n'a rien dit au début. Il est venu directement vers moi, m'a prise dans ses bras, puis est resté à côté des bébés pendant ce qui a semblé une éternité. J'aurais dû être là, a-t-il murmuré. Non, tu n'aurais pas pu savoir. Il m'a regardé. Il savait que tu étais seul. Je savais exactement de qui il parlait. Rémi était furieux, mais il n'est jamais allé chercher ma famille. Au lieu de cela, il m'a aidé à tout gérer de la bonne manière. Nous avons parlé à la police, coopéré à chaque demande, et nous sommes assurés que l'hôpital conservait les dossiers disponibles liés à ce qui s'était passé. J'ai dit la vérité exactement comme je m'en souvenais. Je n'ai rien exagéré. Je n'en avais pas besoin. La décision d'Eric de quitter l'hôpital n'a pas fait disparaître la situation non plus. La police l'a finalement localisé alors qu'il essayait de quitter la région de Nashville. Après cela, l'enquête s'est concentrée sur ce que chaque membre de ma famille avait réellement fait. L'affaire a pris du temps. La vie réelle ne s'est pas réglée en une semaine juste parce que je voulais une conclusion. Il y a eu des entretiens, des papiers,
des réunions et des audiences au tribunal. Je détestais devoir répéter ce qui s'était passé, mais Rémi venait avec moi chaque fois qu'il le pouvait. Ce qui comptait le plus pour moi, c'était que mes enfants soient en sécurité. Quand nous avons enfin quitté l'hôpital, Rémi nous a ramenés à la maison. Cette première nuit, je suis resté dans notre salon, regardant les 3 berceaux, et j'ai réalisé que je ne m'étais jamais sentie aussi épuisée ni aussi reconnaissante. L'affaire judiciaire a continué sans que j'aie besoin de chercher vengeance. Les procureurs se sont occupés de l'aspect pénal en se basant sur les preuves et les déclarations recueillies à l'hôpital. Stéphane a fait face aux conséquences les plus graves parce qu'il avait ignoré mon refus, m'avait pris mon bébé, et avait fait escalader la confrontation. Eric a également dû répondre de son implication. Diane et Vanessa ont fait face à des conséquences basées sur ce que les enquêteurs ont déterminé concernant leur participation au plan et ce qui s'est passé dans ma chambre. Au moment où le processus judiciaire s'est terminé, il y a eu des condamnations et des restrictions ordonnées par le tribunal qui ont rendu une chose très claire. Aucun d'entre eux ne pouvait simplement prétendre que ce qui s'était passé avait été un désaccord familial normal. Stéphane a reçu la peine la plus sévère. Pour moi, cependant, la décision la plus importante n'a pas été prise par un juge. Je l'ai prise moi-même. J'ai coupé tout contact avec eux 4. Pas d'appel, pas de visite surprise, pas d'accès à mes enfants. Rémi ne m'a jamais demandé de leur pardonner et il ne m'a jamais poussé à oublier. Il m'a simplement aidé à construire le foyer paisible que j'avais toujours voulu. Et finalement, quand la vie a cessé de ressembler à une succession d'urgences, Rémi et moi avons décidé qu'il était enfin temps de célébrer nos bébés correctement. Cette décision m'a ramené dans la pièce où mon histoire a commencé. Et d'un coup, j'étais de retour sur notre canapé. La même petite main était toujours enroulée autour de mon doigt. Rémi était à côté de moi, me regardant en silence pendant que j'essuyais mes yeux. « Ils sont en sécurité », a-t-il dit. Cette fois, j'ai souri. Je sais. C'était la différence. Pendant des semaines, j'avais pensé à tout ce que ma famille avait volé de cette expérience. La peur, la chambre d'hôpital, les premiers jours qui auraient dû être paisibles. Mais assise là, entourée de gens qui étaient venus parce qu'ils nous aimaient sincèrement, j'ai réalisé que Stéphane n'avait pas pris la partie la plus importante. Mes enfants étaient à la maison, Rémi était à la maison, et je n'attendais plus de mes parents qu'ils deviennent la famille dont j'avais besoin. Un peu plus tard, Rémi se tenait à côté de moi alors que nos amis se rassemblaient. Nous avions gardé une petite chose pour ce moment, leur prénom. Rémi m'a regardé et a souri. J'ai pris notre premier petit garçon. Voici Léo. Rémi a doucement soulevé son frère. Et voici Hugo. Puis j'ai tendu les bras vers notre fille. J'ai baissé les yeux sur son petit visage avant de me tourner vers tout le monde. Et voici Grace. La pièce s'est remplie d'applaudissements, de rires, et de quelques larmes de joie. J'ai regardé Léo, Hugo et Grace, puis Rémi. Pendant des années, j'ai pensé que la famille était quelque chose que je devais continuer à me battre pour maintenir, peu importe ce que cela me coûtait. Je ne crois plus cela. La famille, c'est la personne qui prend le premier avion pour rentrer à la maison. Ce sont les gens qui se présentent quand vous avez besoin d'eux. Et ce sont 3 petites mains qui me rappellent que parfois, perdre la famille que je n'arrêtais pas de poursuivre est exactement la manière dont j'ai finalement trouvé la famille que j'étais censé protéger.